Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vous parle d'alimentation et de sensibilité, de personnes sensibles. Alors, les personnes sensibles, c'est ma focale en naturopathie. Ça représente 20% de la population qui a une fatigabilité, une sensibilité nerveuse particulièrement exacerbée, beaucoup plus que la moyenne, qui a une réactivité nerveuse beaucoup plus poussée que la plupart des personnes. Et en comparaison, on va dire, avec le 80% de la population qui serait catégorisée comme étant moins sensible. Ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là, elles ont une perméabilité au stress, au surmenage, à l'épuisement, à la fatigue, voire au burn-out, au crash, à l'effondrement, à la dépression, la perte de morale. Et elles ont besoin d'une alimentation qui est pleinement adaptée à elles. Et donc c'est le sujet de cette vidéo. Je vais donc vous présenter ici une première vidéo sur l'alimentation qui est la première technique en naturopathie, mais je vais par la suite développer d'autres vidéos sur les autres techniques adaptées aux personnes sensibles avec entre autres une focale sur tout ce qui est activité physique, mouvement adapté aux personnes sensibles, les compléments alimentaires super aliments particulièrement adaptés aux personnes sensibles, tout ce qui est souffle, tout ce qui est automassage, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est plantes, huile, soins par l'eau. Donc on verra au fil des vidéos comment adapter ces techniques de naturopathie au profil d'hypersensibilité nerveuse. Alors l'alimentation de la personne sensible, elle va principalement venir s'occuper de nourrir le système nerveux, sans surprise. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, il y a une énorme dépense énergétique qui est très présente chez les personnes sensibles, qui ne matche pas, qui n'est pas à la hauteur de la récupération, on va dire, nerveuse de ces personnes-là. Et donc, le système nerveux va s'user à force. Donc on va vraiment avoir besoin, par le biais de l'alimentation, mais pas que, mais en particulier ici l'alimentation, de vouloir nourrir, c'est-à-dire construire ce système nerveux, apporter les bonnes briques pour pouvoir construire toutes les composantes du système nerveux qu'on va voir dans un instant, et puis aussi régénérer un système nerveux qui a été un petit peu entamé après une dépense énergétique, et le rendre suffisamment robuste pour faire face à tous les aléas de la vie qui seront vécus par quelqu'un de sensible, comme je vous le disais, stress, surmenage, fatigue, épuisement, burn-out, et éviter justement d'arriver jusqu'à une situation d'effondrement et de burn-out. Alors, le système nerveux, de quoi est-il composé ? Je pense que vous savez certainement qu'il est composé de tout un tissu de nerfs, un câblage de nerfs qui infiltre, on va dire, toutes les parties du corps. On appelle ça le système nerveux périphérique. Donc, il infiltre tous les viscères, tous les organes nobles, on va dire. Il infiltre tous les organes sensoriels. Il infiltre tous les muscles. Et ça nous permet donc de bien avoir des stimuli sensoriels, de bien répondre à des stimuli sensoriels, de les recevoir, d'y répondre, d'actionner nos muscles, et puis que tous les muscles ou toutes les parties mobiles des viscères, de nos différents systèmes du corps, puissent se mobiliser, recevoir des messages et puis se mobiliser en retour. Et donc, dans le câblage de nerfs, on va retrouver aussi tout le système nerveux entérique, un système nerveux un petit peu à part, qui est le système nerveux digestif. Après, on a aussi ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc, système nerveux central, c'est tout le système de commande, en fait, donc le cerveau, la moelle épinière, qui vont être composés de neurones. Ces neurones permettent la transmission de l'influx nerveux. Ils vont être pour la plupart enrobés d'une gaine de myéline. Et ces neurones et cette gaine de myéline, qui est une sorte de couche grasse lipidique qui protège les neurones, certains d'entre eux en tout cas, ils vont être composés donc de protéines et de lipides, donc de bons gras à 75-80%. Je vous dis ça par rapport à l'alimentation, on va parquer ça dans un coin.
On a aussi le bain liquidien dans lequel va, on va dire, baigner tout simplement le cerveau, la moelle épinière, qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, qui lui est composé principalement d'eau, mais aussi de protéines, également de glucose, puisque le cerveau a énormément besoin de glucose, et puis aussi de sels minéraux en suspension, des ions, donc tout ce qui est sodium, potassium, ce genre de choses. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les neuromédiateurs, qui sont des petits messagers. On pourrait les appeler aussi des neurohormones, qui se baladent, on va dire, de neurone en neurone et qui transportent avec eux des messages. Ce sont tous ceux que vous connaissez certainement, sérotonine, dopamine, pour n'en citer que deux, GABA, et ce sont des neurohormones, des neuromédiateurs qui apportent la bonne humeur ou au contraire le fléchissement de l'humeur et du moral, et eux sont composés principalement de protéines. Alors si on regarde l'assiette en termes de nutriments déjà, je parlerai ensuite d'exemples d'aliments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. On va voir qu'un des plus gros besoins du système nerveux, et en particulier du système nerveux central, ça va être le glucose. Après, c'est vrai de toutes les cellules du corps, mais le cerveau a vraiment besoin de consommer jusqu'à 20% du glucose ingéré. Alors le glucose, c'est le produit final de la dégradation des bons sucres, si vous voulez. Et quand je dis bons sucres, j'entends absolument pas les sucres rapides, j'entends par là les sucres lents, tels que les céréales complètes, les légumineuses, ce genre de choses, qui nous donnent le fuel pour pouvoir nourrir le cerveau et lui apporter son fuel en termes d'énergie pour qu'il puisse vraiment carburer et fonctionner correctement, et en particulier nourrir les neurones et l'influx nerveux. Sans sucre, le cerveau ne peut pas fonctionner correctement, donc orientez-vous vraiment par des céréales, des légumineuses les plus complètes possibles, et puis bien pré-trempées pour éviter tout inconfort digestif et toute acidification du corps. La deuxième catégorie de nutriments, ça va être les lipides. Les lipides, alors ce sont des bons gras, et nous on va se focaliser vraiment spécifiquement pour le système nerveux sur les lipides ou les acides gras polyinsaturés, et en particulier les oméga 3. Fameux oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons gras et dans les bonnes huiles végétales telles que l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, entre autres, pour ne citer que quelques exemples. Ces bons gras, on dit que le cerveau baigne un peu dans de l'eau, mais aussi dans du gras, puisque les gaines de neurones, les membranes des neurones, sont faites principalement de gras. Et tout à l'heure, je vous parlais des neuromédiateurs, des neurohormones qui sont principalement construites à base de protéines, mais il y a aussi une partie de bons gras qui rentre dans la constitution des neuromédiateurs. Donc faites vraiment le plein des poissons gras et des bonnes huiles végétales qu'on mangera crues, à propos des huiles, c'est-à-dire bien, ce sont des huiles qu'on garde au frigo, qu'on n'utilise absolument pas pour la cuisson, et qu'on essaie d'éviter de mettre à la chaleur, à la lumière, pour éviter le rancissement, l'oxydation et puis la transformation de ces précieux oméga 3 en des acides gras qui seraient transformés et donc délétères. Troisième catégorie, les protéines. Et on entend par là les fragments de protéines qui sont les acides aminés, les petites briques qui construisent toutes les parties du corps, que ce soit les os, les muscles ou autres. Ici, ça va servir vraiment à soutenir le côté structure du cerveau, mais aussi les fameuses neurohormones, les neurones évidemment, et donc on va retrouver dans l'assiette des protéines de bonne qualité, c'est-à-dire au niveau animal des viandes maigres pour éviter justement le côté nocif des viandes trop grasses, donc j'entends par là plutôt poulet, poisson, ça peut être poisson gras, poisson blanc, les œufs, et également des protéines végétales qui seront retrouvées principalement dans les légumineuses, donc les légumes secs pré-trempés, et puis aussi un petit peu dans les noix, les graines, etc. On va les retrouver aussi dans les algues, entre autres.
Quand je parle de neuromédiateurs, vous connaissez certainement la sérotonine qui vient d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. On connaît également la dopamine qui est, on va dire, le neuromédiateur starter qui provient d'un fragment de protéine d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et ces deux acides aminés, on va les retrouver principalement dans les produits animaux, les chairs animales, les laitages, les noix. Et on a aussi, dans le cas d'une fatigue assez avérée, et notamment chez les sportifs qui ont une usure, on va dire, nerveuse et musculaire assez importante, 3 acides aminés qu'on appelle les acides aminés ramifiés, la valine, l'isoleucine et la leucine, qu'on va retrouver dans les produits animaux à l'identique et qui vont permettre de nourrir, on va dire, le muscle et de faciliter la récupération d'énergie après l'effort. Alors maintenant un mot sur l'alimentation vivante. Ce que j'entends par alimentation vivante, c'est une alimentation végétale qui va être, on va dire, la moins cuite possible. C'est important d'avoir un petit peu de cru, un petit peu de cuit au niveau des légumes, des fruits dans son régime. Et beaucoup de personnes ont tendance à manger plutôt cuit. Ça va dépendre évidemment des saisons. Mais je voudrais juste mettre un point d'honneur sur le fait que l'alimentation partiellement crue est très très bénéfique et pas à négliger puisqu'elle est extrêmement riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, en antioxydants et en chlorophylle. Et ces agents, certains d'entre eux sont hypersensibles à la chaleur, à la cuisson, et dès lors qu'on cuit au-delà de 42 degrés, on va très rapidement perdre beaucoup d'enzymes. Au-delà de 65 degrés, on va perdre la vitamine C, etc., etc. Donc, l'idée ici, c'est de dire, si on se tourne vers des légumes, des fruits, essayer de bien faire la part belle aux légumes, aux fruits crus. Selon la saison, si c'est en hiver, on peut axer sur une entrée crue, avoir un plat cuit et chaud ensuite, mais ne pas complètement négliger le cru. Je sais qu'au niveau du cuit, en général, c'est bien intégré. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple les vitamines, les minéraux, les enzymes, les antioxydants qui vont venir particulièrement nourrir le système nerveux, on peut parler de la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine qui est dite anti-fatigue, mais elle a un rôle qui soutient, on va dire, l'énergie, mais qui est aussi antioxydant. C'est-à-dire que c'est une vitamine antioxydante qui va prévenir le stress oxydatif dans le cerveau et prévenir tout ce qui est démence. Il s'avère aussi qu'elle entre dans la composition des neuromédiateurs, nos fameuses neurohormones, et donc en ça, elle peut être utile. Mais elle ne se trouve que dans les fruits acidulés, dans certains légumes, donc on va dire cassis, agrumes, choux, piments, poivrons, qui vont être peu cuits, ou en tout cas moins de 65 degrés. Donc en général, on favorise plutôt le cru. Ensuite, on va avoir les vitamines B. Si je déroule toutes les vitamines et les minéraux essentiels au système nerveux. Certains sont sensibles à la cuisson, d'autres moins. Les vitamines B, ça va être principalement, alors en général, on parle de toutes les vitamines B ensemble, mais celles qui sont vraiment importantes pour le système nerveux, c'est la vitamine B1, puis le trio vitamine B6, B9, B12. La vitamine B1, toutes ces vitamines, elles aident l'absorption du glucose par le cerveau, donc le fait que le cerveau puisse récupérer du sucre, du fuel. Donc elles sont indispensables à l'énergie et c'est pour ça qu'on les appelle les vitamines antifatigue. On va les retrouver principalement dans tout ce qui est céréales, légumineuses. Et la vitamine B6, B9, B12 entre dans la composition des neuromédiateurs, nos fameuses neurohormones. La vitamine D compose aussi des neuromédiateurs, c'est un petit peu moins connu. Elle rentre dans la composition, donc on la trouve dans les produits gras essentiellement, les bons gras. Et ensuite, si on parle de minéraux, on va dire les 3 qui sont vraiment les plus importants seraient le magnésium sans hésitation, puisque le magnésium stabilise la conduction, on va dire la connexion des neurones, permet d'avoir une forme d'intelligence avec le magnésium, ou si on est fatigué, ça
permet à l'énergie, enfin au système nerveux des neurones de bien fonctionner pour récupérer de l'énergie. Et si on est stressé, ça permet aussi de niveler vers le bas pour calmer, apaiser. Le magnésium, on en trouve dans tous les fruits de mer, dans les noix, dans les légumineuses, dans les céréales, dans le cacao, c'est-à-dire noir. Donc là, on retrouve un petit peu les mêmes familles d'aliments. Mais c'est vraiment peut-être le sel minéral le plus essentiel dans les cas de fatigue, de stress, de surmenage. Ensuite, on a le fer qui agit au niveau du système nerveux pour d'autres raisons. Lui, son rôle, c'est vraiment de composer les globules rouges pour fixer l'oxygène et permettre un bon acheminement de l'oxygène jusqu'au cerveau. Sans oxygène, le cerveau ne peut pas fonctionner, tout comme le reste du corps d'ailleurs. Donc, on connaît les cas de fatigue qui sont liés à un manque de fer, qu'on appelle souvent l'anémie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on sait qu'on peut avoir des anémies par manque de vitamines B9 et B12 aussi, qui vont rentrer dans cette configuration, cette composition. Donc, faites bien le plein de fer. Le fer, on le retrouve encore dans les légumineuses, dans l'ortie, dans les épinards, dans les produits animaux, bien entendu. Donc, on retrouve toujours ces mêmes familles qui reviennent. Et puis enfin, le troisième, alors on pourrait en citer bien plus, mais on va dire que le zinc qu'on retrouve dans les graines, dans les huiles, dans les noix, dans les fruits de mer, il va rentrer dans la composition des neuromédiateurs. Alors si je fais un zoom maintenant sur les fibres qu'on va retrouver dans les végétaux, c'est-à-dire fruits et légumes, vont avoir un rôle particulièrement intéressant pour la santé de l'intestin. Et il faut savoir que l'intestin, c'est un lieu de création de certains neuromédiateurs, en particulier la sérotonine, qui est la neurohormone de la bonne humeur et on va dire du calme et du moral au beau fixe. Donc on a tout intérêt à ce que notre intestin soit sain. Certaines personnes préconisent aussi des produits lacto-fermentés pour venir nourrir tout l'écosystème intestinal. Dans tous les cas, il nous faut de la fibre, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'intestin, et si c'est bon pour l'intestin, ça va être bon aussi pour le cerveau, puisque les deux systèmes nerveux sont liés. Ensuite, en termes d'antioxydants, alors une alimentation peu cuite va être très riche en antioxydants du moment qu'elle est colorée. Je vous parlais tout à l'heure de la vitamine C, mais il y a plein d'antioxydants qui existent, qui limitent ce fameux stress oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement des tissus, en particulier ici du cerveau, des nerfs, des neurones, le rancissement, le durcissement et le fait que les synapses marchent un petit peu moins bien, que l'influx nerveux marche un petit peu moins bien. Donc plus vous mangez coloré, plus vous faites le plein d'antioxydants. Attention là aussi à la cuisson parce que les végétaux cuits, certains antioxydants sont particulièrement sensibles à la chaleur. Je ne pourrais pas ne pas parler de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment vert qui est un des seuls pigments qui n'est pas antioxydant. Je vous parlais des pigments, des couleurs antioxydantes tout à l'heure. On parle des jaunes, des orangés, des rouges, des bleus qu'on va retrouver dans les courges, dans les fruits rouges, les fruits bleus, les fruits jaunes, dans les légumes jaunes, etc., etc. Les légumes rouges comme la betterave, la tomate, ce genre de choses. Et après, on a la chlorophylle qui est à part, qui est vraiment garante d'un intestin sain et aussi d'un sang sain, puisqu'on dit que ça vient oxygéner, apporter de l'oxygène et assainir le milieu intestinal et le milieu sanguin, et donc permettre, tout comme le fer tout à l'heure, une meilleure oxygénation de tout le tissu nerveux. Enfin, au niveau des enzymes, je vais citer la coenzyme Q10, qui est une enzyme qu'on retrouve dans la plupart de nos cellules, qui permet de générer de l'énergie. Dans le fameux cycle de Krebs, on génère de l'énergie. La coenzyme Q10 a un rôle essentiel à jouer, et elle, on va la retrouver dans pas mal de produits animaux, donc que ce soit les viandes, les poissons, les fruits de mer, mais aussi les noix.
Enfin, pour terminer, différents conseils que je peux vous donner sur la façon de manger. On va vraiment favoriser des produits alcalins, dans tous les cas quoi qu'il advienne, mais pour le système nerveux, ça a la particularité, les produits alcalins, de fournir des minéraux alcalins, magnésium, calcium, potassium, entre autres, qui vont vraiment nourrir justement tous les tissus du système nerveux. Et puis aussi les ions qui sont en suspension dans le liquide céphalo-rachidien pour permettre justement un bain de système nerveux qui soit sain et qui permette la meilleure conduction nerveuse possible. Alcalin veut dire qu'on évite les acidifiants. C'est pas forcément les aliments acides au goût, mais les aliments qui sont porteurs d'acide qu'on va retrouver principalement dans les produits animaux, les chairs animales, dans les laitages qui sont aussi des produits animaux et dans les produits des protéines végétales, donc céréales légumineuses qui n'auraient pas été préalablement trempées. Donc les plus grands acidifiants, ça va être ces catégories d'aliments-là. Les produits animaux, plus la viande est rouge, chargée, plus il y a d'acide qui pèse sur, on va dire, la balance alcalin-acidité dans le corps. Et les produits végétaux, en fait, il s'agit des protéines qu'on va retrouver, les acides qui sont issus des protéines, autant dans le monde animal que végétal. Donc, les protéines qu'on retrouve dans les céréales, les légumineuses, il y a aussi des acides qu'on va retrouver dedans. Et ce qui est recommandé, c'est de tremper préalablement ces céréales, ces légumineuses pour pouvoir éviter à la fois un inconfort digestif, mais aussi de pouvoir désacidifier un petit peu ces produits-là. Et bien souvent, c'est peu connu, beaucoup de personnes ont tendance à juste ingérer, pas ingérer directement des légumineuses, mais à ne pas laisser tremper au moins une demi-heure, au moins 2 heures ces produits-là. Or, ils sont chargés fortement en acide phytique, entre autres. Et donc, cette acidité issue de ces produits animaux et végétaux va venir acidifier le corps. Et qu'est-ce que ça veut dire acidifier le corps? Ça veut dire qu'il y a une réaction de perte de minéraux alcalins. Donc, on déminéralise quelque part toutes les parties du corps, que ce soit les os, les tissus, mais aussi le système nerveux. On se prive quelque part de construire, nourrir les tissus du corps, mais aussi du système nerveux. Ensuite, pour les personnes qui sont très très épuisées, qui sont dans vraiment un cas de figure d'épuisement, de burn-out, on va quand même privilégier, même si j'ai mis l'accent sur le cru tout à l'heure, on va privilégier des formes faciles à digérer. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'un repas complet avec des gros morceaux, ça demande une dépense énergétique importante, ça demande au système digestif d'user de nerfs et d'énergie pour mobiliser les sucs digestifs, mobiliser les organes digestifs, ça pompe l'énergie. Et donc plus on broie, plus on réduit par exemple un légume à état de soupe ou à état de bouillon, ou plus on broie, alors même dans le cru, on pourrait dire, au lieu d'avoir une crudité, on peut faire un smoothie ou un jus, plus l'apport dans l'assiette va être facile à intégrer, et à ingérer, et moins ça va demander de dépenses d'énergie chez quelqu'un de sensible, particulièrement, et donc ça va être beaucoup plus facilement assimilable et absorbable au niveau intestinal, sanguin et cellulaire. Donc je dirais pour les gens qui sont vraiment fatigués de vraiment privilégier les soupes, les bouillons, voir les smoothies, les jus, et de voir si vous récupérez pas un petit peu d'énergie comme ça. Et si vraiment vous êtes au bout du rouleau et qu'on est en plein hiver, privilégiez le chaud, des choses qui sont cocooning, qui permettent vraiment de nourrir en profondeur. Le bouillon d'os, le bouillon végétal pour les végétariens, végétaliens, ça va vraiment apporter beaucoup de minéraux et en même temps apporter la chaleur nécessaire pour que le corps se sente en sécurité. On peut aussi parler d'épices chaudes et douces comme la cannelle par exemple, le cumin, pour envelopper, on va dire, et apporter du doux. Faites bien le plein de tout ce qui est chlorophylle, antioxydants.
Et ça aidera à récupérer une énergie qui s'est effondrée. On ne va pas forcément mettre l'accent beaucoup là dans ce cas-là sur le cru, le froid, parce que ça demanderait trop d'efforts digestifs au corps et en particulier un inconfort dans le cas du froid, surtout en plein hiver. Ensuite, on va éviter tout ce qui est alimentation ou aliments excitants. Qu'est-ce qu'on appelle les aliments excitants? Ça va être tout ce qui est caféine. Donc la caféine, on la retrouve dans le café bien entendu, mais aussi dans la théine, le thé noir, dans la théobromine, du chocolat noir. On va retrouver aussi des excitants ou de la caféine dans les energy drinks, donc tout ce qui est boissons énergisantes, et certains cocktails qui contiennent de la caféine. Ça use, ça épuise, alors c'est un boost sur le moment, mais derrière, on a une retombée de l'énergie, donc au niveau du système nerveux à éviter à tout prix. On va aussi éviter tout ce qui est piment très fort ou épices très fortes, en particulier piment de Cayenne, vous voyez ce genre de choses, parce que, ou alors poivre très 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 fort, parce que ça excite, ça va aussi user, on va dire, le système nerveux, et chez les personnes sensibles, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et sinon, méfiez-vous aussi des produits salés ou des produits alcoolisés, tout simplement parce que ça va avoir un impact sur la tension artérielle, sur le cœur. Ça peut faire travailler le cœur un petit peu trop, et qui dit travailler le cœur dit emballer le cœur, et donc nous mettre dans une situation un petit peu d'hypervigilance nerveuse, qui est absolument pas ce qu'on recherche, l'effet recherché dans le cas des personnes sensibles fatiguées. Autre chose à éviter, ça va être tout ce qui est repas lourd, particulièrement dans les cas de fatigue, tout ce qui est repas lourd. On va plutôt privilégier les repas légers. Les repas lourds, on va les éviter parce que s'ils sont trop lourds, trop gras, ça demande encore là une dépense énergétique digestive manifeste, dans la mesure où un repas lourd et complexe avec plein de familles d'aliments ou un repas gras va solliciter énormément les sucs digestifs, les organes digestifs, et pomper notre énergie digestive au détriment d'une énergie qu'on pourrait utiliser ailleurs. Donc plus vous simplifiez les repas, plus vous simplifiez le nombre de familles d'aliments dans un repas, plus vous allégez le type de gras en privilégiant des gras nobles comme les oméga 3 et en évitant les viandes grasses et les tâches très gras, mieux ce sera pour vous. Enfin, de l'eau de qualité, puisque l'eau, c'est ce pourquoi on est fait, vraiment. L'eau de qualité va permettre des liquides du corps fluides. Il ne s'agit pas que du sang, il s'agit aussi de la lymphe, mais aussi du liquide céphalorachidien, qui est composé à 99% d'eau. Donc plus on boit de l'eau, moins on est dans la déshydratation cérébrale entre autres, mais plus on permet à nos liquides, dont le liquide céphalorachidien, d'être conducteurs des bons messagers, tout ce qui flotte à l'intérieur, tout ce qui a besoin de se mobiliser d'un neurone à l'autre, et donc ça va faciliter l'influx nerveux, la conduction des neuromédiateurs, etc., etc. Donc, moralité, si je devais résumer, parce que ça devient des fois très technique tout ça, dans une assiette, qu'est-ce qu'on veut? On voudra des bonnes viandes maigres, principalement poulet, poisson. On mettra l'emphase sur les poissons gras, mais on pourra aussi faire le plein de poissons blancs, les fruits de mer, les œufs, donc des bonnes protéines. Ensuite, des bonnes protéines végétales trempées, les légumineuses qu'on aura pré-trempées, minimum une demi-heure, voire 30 minutes pour éviter l'acidité. Ensuite, des bons sucres pour que le cerveau ait du fuel. Donc là, on est sur les oméga 3 issus des poissons gras, des huiles végétales. Non. Je vous dis des bêtises, on est sur les céréales, les légumineuses à nouveau, des sucres lents qui vont permettre une dégradation en glucose qui va pas faire monter la glycémie et nous embêter par ailleurs, nous donner un shoot. Sachez que les sucres rapides, ils ont tendance à surexciter le cerveau. J'aurais pu en parler dans les excitants d'ailleurs. On va privilégier des huiles oméga 3, soit sous forme de poisson gras, soit sous forme de noix, d'huile végétale ou de bonnes graines. On n'a pas trop parlé des graines tout à l'heure, mais ça en fait partie.
Tout à l'heure, quand je parlais des céréales, je parle bien sûr de céréales semi-complètes, voire complètes, qui seront beaucoup plus complètes que des céréales raffinées. Enfin, au niveau des légumes, à vous de voir on va dire l'équilibre entre légumes cuits et légumes crus. Si vous avez quand même un petit peu d'énergie, n'oubliez pas le cru. Et si vous êtes complètement effondré, fatigué, broyez peut-être le cru. Et puis surtout, prenez du cuit, du chaud, du cocooning. Et bien sûr, on va faire la part belle à tout ce qui est légumes arc-en-ciel et fruits arc-en-ciel, c'est-à-dire de toutes les couleurs pour bien faire le plein d'antioxydants. Et des fruits acidulés comme les agrumes, le cassis, les kiwis qui vont être pleins de vitamine C antioxydantes entre autres. On pourra rajouter des petits bonus, c'est-à-dire les graines germées, les aromates, les jeunes pousses qui sont souvent des bombes nutritionnelles avec une densité nutritionnelle exceptionnelle qu'on pourra rajouter par-ci par-là, les racines, je pense à curcuma, gingembre entre autres, et puis bien sûr les algues marines principalement, qui sont remplis de minéraux essentiels au bon fonctionnement du système nerveux. De l'eau de qualité, bien entendu, pour les raisons qu'on a vues. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur l'alimentation adaptée aux personnes sensibles, même si on peut argumenter qu'elle est adaptée à tout système nerveux, et vu que chaque être humain a un système nerveux, on peut dire que les conseils que j'ai donnés là seront applicables pour toute personne, mais encore plus adaptés aux personnes sensibles qui vont avoir besoin d'avoir une certaine vigilance par rapport à l'assiette pour nourrir, soutenir, ressourcer et reconstruire leur système nerveux en vue de mieux naviguer les aléas du stress, du surmenage, de la fatigue, parce que c'est leur nature de se dépenser beaucoup nerveusement et de moins bien récupérer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas d'aller voir sur mon site internet mynaturelle.fr tous les programmes d'accompagnement auprès des personnes sensibles que je propose, que ce soit pour tout ce qui est stress, surmenage, énergie trop vive, ou alors fatigue, épuisement, énergie trop basse, ou alors perte de sens plutôt au niveau du moral. Voilà, vous trouverez votre bonheur là-bas certainement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.